Je préfère, dans ce que certains pourraient appeler un délire mégalomaniaque, qui consiste à penser que je suis vouée à devenir milliardaire et à agir depuis cet endroit-là tous les jours. Beaucoup de personnes bypassent tout le travail qu'il faut faire pour s'aimer. C'est pour ça que je travaille beaucoup sur l'importance d'être visible, parce que c'est un excellent remède pour transcender la honte. On va de plus en plus me confirmer la croyance que je mérite pas l'amour, que j'en fais jamais assez et que de toute façon les hommes c'est nul. D'ailleurs, moi je vois les femmes qui ont l'endométriose et il y a beaucoup d'énergie masculine en elles. C'est pas des femmes qui peuvent se reposer. Donc l'argent, c'est une métrique qui mesure ton degré d'intégrité et d'amour propre. Si tu cours après l'argent, c'est pas quelque chose que tu peux aimer, c'est quelque chose que tu veux. C'est très différent. Alice, welcome back. Coucou. Il y a 6 mois, on a enregistré notre premier podcast à Dubaï. Alors, objectivement, c'était il y a 6 mois. En réalité, c'était il y a quoi ? Il y a 15 ans. Il s'est passé quoi depuis ces 6 mois ? Si tu devais, en 3 mots, décrire les 6 mois que tu as vécu. J'ai pris la décision de m'installer à Lisbonne. Je suis tombée enceinte, j'ai avorté. Et j'ai réalisé le chiffre d'affaires de l'année dernière. En la moitié moins de temps, en 6 mois. Et j'ai guéri plein de choses. J'ai grandi, j'ai ouvert mon cœur à mes clients encore plus. J'ai osé faire des trucs que je n'osais pas faire. Et surtout, je me suis prévu l'été de mes rêves aux États-Unis cet été. Donc, tu nous racontes un peu ce que tu fais ? Je vais dans un festival qui s'appelle Burning Man, que peut-être certains connaissent ici. Sinon, c'est dans un désert qui s'appelle Black Rock City, au Nevada, aux États-Unis. Téléphone qui fonctionne pas, ça dure plus d'1 semaine. Et voilà, c'est la liberté. Il y a 100 000 personnes ou 80 000 personnes et on dort dans un camp et il fait 40 degrés la journée, moins 10 degrés la nuit. Et c'est intense et voilà, tout ce que j'aime. Et avant ça, je fais ce que j'ai toujours rêvé de faire. J'arrive à Los Angeles et je fais un mini road trip de Los Angeles à Black Rock City avec ma voiture toute seule. Et j'ai l'impression de réaliser un rêve de gosse. J'ai toujours rêvé de ce voyage, mais ça me paraissait inatteignable. Et après Black Rock City, peut-être que je vais rester un peu aux États-Unis, me balader ou rentrer si j'en ai marre. Je me laisse tu les te laisses portes guider. ouvertes. Voilà, c'est ça. Mais en fait, j'ai compris que je devais commencer à m'offrir les cadeaux, les raisons pour lesquelles j'ai commencé à vouloir augmenter mes revenus, augmenter mon impact, être plus dans l'abondance. En fait, si je continue d'avoir les modes de fonctionnement d'il y a 3 ans et de ne pas m'offrir les vacances dont je rêve et de me limiter, quelque part, je m'ouvre pas à recevoir plus. Donc, ça a été au même titre que Dubaï. J'ai dû me faire violence parce que c'est des voyages qui coûtent très cher et qui impressionnent. Mais à chaque fois, ça m'amène à des nouveaux niveaux d'abondance et surtout, ça me fait décorréler un truc qui est très souvent corrélé chez la plupart d'entre nous, c'est le lien entre effort et argent. Et j'ai partagé ce qui m'est arrivé cette année aussi pour que les gens comprennent qu'on peut avoir des grosses épreuves de vie et pour autant doubler son chiffre d'affaires. Quand on a les bons systèmes, les bonnes équipes, peut-être qu'on va en parler. Mais moi, j'aime beaucoup défendre qu'on peut être déprimé et performer, qu'on peut vivre un deuil et performer, et que cette performance, elle vient pas d'un effort sacrificiel, mais justement de cette ouverture à recevoir plus et à se faire, à s'honorer. Comment tu t'en es rendu compte de ça ? Quand et comment ? Ça fait des années que je travaille sur la question de l'abondance, de recevoir, de m'ouvrir à recevoir, à décorréler le no pain, no gain, le hustle culture et la méritocratie. Et donc, ça a été une déprogrammation sur 10 ans. Tu vois, entre le moment où je faisais des consultations au temps passé à 60 € la demi-heure et un moment où je fais 60 000 € sur un programme en 6 semaines, il y a eu tout un chemin, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de travail personnel, beaucoup de sauts, beaucoup d'audace, de courage. Et au bout d'un moment, moi, j'aime beaucoup parler
ce précepte dans la Torah, dans le Talmud, de Naaseh Venishma. En gros, fais et tu comprendras pourquoi tu fais le rite. Moi, j'aime beaucoup dire c'est l'action qui précède la compréhension et la réception. Et donc, faire Dubaï avant de me sentir prête de le faire, c'est l'incarner et donc pouvoir recevoir. Faire Burning Man avant de croire que je le mérite, c'est déjà le mériter. Et j'aime beaucoup dire ton self-concept, ce que tu penses de toi et la façon dont tu incarnes cette personne détermine ce que tu vas manifester dans ta vie. Et j'aime aussi dire que je préfère être dans ce que certains pourraient appeler un délire mégalomaniaque qui consiste à penser que je suis vouée à devenir milliardaire et à agir depuis cet endroit-là tous les jours, donc dans un truc totalement illimité, que de ne pas vouloir mentir parce que je ne le suis pas, et donc rester dans un personnage qui ne l'est pas, et donc continuer de manifester une réalité où je ne le suis pas. Et en fait, j'ai vraiment senti au bout d'un moment un point de bascule où j'ai compris, mais en fait, c'est les actions que je pose maintenant, c'est ce que j'incarne maintenant qui détermine ce que je suis demain. C'est la façon dont je parle de moi-même aujourd'hui qui détermine la femme que je suis demain. Et quand j'ose dire à un déjeuner, il y a 1 an, entrepreneur, tu veux être quoi, toi? On me dit, tu veux être quoi? Et je dis, moi, je veux être une star. C'est ça qui fait que je vais pouvoir en devenir une. Et si j'ose pas le dire, et si j'ose pas l'affirmer, et si même j'ose pas dire je suis une star, je n'ai pas de chance de le devenir. Donc ça a mis du temps et ça m'a demandé de déconstruire énormément d'interdits et de censure sur des programmes comme l'humilité, la modestie, l'honnêteté, La loyauté. la loyauté. Je sais que pour beaucoup, le simple fait de montrer et de prendre la parole, c'est déjà un acte d'égocentrisme. Alors qu'en fait, c'est un acte de service. Donc, et d'amour. Et d'amour, et de don. Et donc, j'ai dû déconstruire les jugements que je portais à l'intérieur de moi, qui étaient manifestés dans mon entourage, pour pouvoir incarner ce que je sais être et ce que je veux être, et l'affirmer, et que ça plaise ou non. Je rebondis sur le terme déconstruire parce que on a demandé à ton audience de te poser des questions et c'est l'objet de cette interview. On va tirer au sort des questions et je pense qu'il va pas mal être question justement de déconstruction. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu le concept, on a des clients ou des personnes qui font partie de l'écosystème de l'audience d'Alice qui lui ont posé des questions auxquelles madame va répondre. C'est parti. Je ne connais pas les questions. Non, tu connais pas les questions. C'est de l'impro. Je suis bonne en impro. T'es excellente en impro. Merci. Paul, et on commence fort. Putain. Comment retrouver sa libido? C'est énorme. Le re étant entre parenthèses. Donc, comment retrouver sa libido? Comment trouver sa libido? Waouh, c'est intense parce que Paul, Ouais. c'est un ex. C'est un ex et c'était un ami pendant des années aussi. Et Hello there. Et toute la question de la sexualité était là, donc c'est marrant. Passer ce trigger, déjà poser la question, c'est poser une intention qui va faire que tu vas... Moi, j'aime beaucoup penser l'esprit, le cerveau comme un GPS. Et donc, c'est comme si tu disais, je veux aller à l'Arc de Triomphe. Le GPS, tac, il se paramètre, il t'amène à l'Arc. Si tu suis le truc, ça t'amène à l'Arc de Triomphe. Pour moi, dire comment je peux retrouver ma libido, c'est dire je veux retrouver ma libido. D'ailleurs, ça aurait été intéressant qu'ils disent je veux retrouver ma libido. Voilà ce qui m'en empêche aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire pour dépasser? Tu vois, qu'il y ait plus de précision. Mais en tout cas, s'il peut transformer comment je peux retrouver ma libido, reprendre son pouvoir et dire je veux retrouver ma libido, je pose l'intention, je suis prête à parier que s'il suit son énergie, s'il suit les portes, qui se libère de la morale, qui se libère de tout ce qui l'empêche. Tu vois, derrière, on peut avoir peut-être une homosexualité refoulée. On peut avoir un j'ai plus envie de la personne avec qui je suis. On peut avoir un je suis déprimée. Et en fait, quelque part, dire je suis homosexuelle ou je n'aime plus la personne avec qui je suis ou je suis déprimée, ça te demande de transcender une honte
et d'exprimer quelque chose qui, jusqu'à présent, était dans le placard. Donc, si tu es prêt à ouvrir là où tu as honte et à mettre en lumière, à sortir du placard, quel que soit le placard, encore une fois, déjà, tu as fait 99% du travail pour retrouver ta libido. Par contre, effectivement, si tu mets dans le GPS, je veux retrouver ma libido, et que quand la guidance, la vie t'amène à sortir du placard, tu dis ah non, ça je veux pas que ça se sache, tu retrouveras pas ta libido. Donc en gros, pour moi, le secret, c'est qu'une fois que tu as décidé d'appuyer sur le bouton je veux retrouver ma libido, quoi que ça te coûte, c'est comme moi, genre je veux monter un empire, être multimilliardaire, quoi que ça me coûte. Ça me coûte de m'exposer, d'avoir honte, de transcender de la honte, de sortir du placard, de faire mon coming out spirituel, tu vois. Bah, je vais le faire parce que c'est là que je vais. C'est ma pole star, tu vois. Donc, ça va juste te demander du courage et de sortir du placard là où tu as l'habitude de te planquer. Et comment, selon toi, justement, jusqu'où on sait où est-ce qu'on se planque? Et est-ce qu'on est en mesure de se l'avouer? Très rapidement, si je lui dis, est-ce qu'il y a un truc que tu sens au fond de toi que tu n'oses pas dire, ou il y a un truc que tu sens au fond de toi sur lequel tu sais que tu te mens, il va avoir une réponse tout de suite. En fait, moi j'aime bien l'idée de low hanging fruit, les fruits à portée de main. On a tous un fruit à portée de main, c'est notre prochaine étape. Après, la suivante, elle se montrera. Pas besoin d'aller faire la grande traversée, tu vois. Juste là, tout de suite, où est-ce que je suis pas en intégrité? Où est-ce que je me mens? Quelle est la conversation que j'ai pas avec ma femme? Que je sais que je dois avoir? C'est là ton prochain step. Ok. Ouais. C'est bon? Bah, pour moi, c'est bon. Billy, comment aimer l'argent? Comment changer de regard sur l'argent? En s'aimant soi, en changeant de regard sur soi. Le rapport à l'argent est une énergie neutre. Le rapport à l'argent est un miroir de la relation à soi et à l'autre. Donc, beaucoup de personnes bypassent tout le travail qu'il faut faire pour s'aimer. Et notamment la dissolution de la honte. C'est pour ça que je travaille beaucoup sur l'importance d'être visible. Parce que c'est un excellent remède, médicament, médecine, pour transcender la honte. On veut bypasser et faire de l'argent pour ne plus avoir honte. En pensant que l'argent, c'est le médicament. Donc, quand j'aurai plus d'argent sur mon compte en banque, je vais m'aimer. Évidemment, c'est un château de cartes et ça ne fonctionne pas comme ça. Tous les gens qui sont arrivés à des très hauts niveaux de revenus pour cette raison-là se sont retrouvés comme des cons seuls face à eux-mêmes à pas s'aimer. Donc, moi, j'aime bien parler tu passes d'un shame-based business à un love-based business. Comment aimer l'argent? Tu te réconcilies avec toi-même. Tu fais la paix avec tout ce dont tu as honte. Tu te pardonnes tout ce que tu as à te pardonner, tout en construisant quelque chose qui te permet de recevoir plus d'argent. Et c'est la meilleure guérison. Je suis de plus en plus avocate de l'ancrage et de la construction financière comme outil de guérison personnelle. Donc l'argent, c'est une métrique qui mesure ton degré d'intégrité et d'amour-propre si tu construis dans la conscience. Si tu cours après l'argent, c'est pas quelque chose que tu peux aimer, c'est quelque chose que tu veux. C'est très différent. C'est un objet de désir? C'est un objet de désir, mais du coup, voilà, c'est une relation d'objet. Et donc, redonne à l'argent sa neutralité et comprends que tout ce que tu projettes sur l'argent n'est qu'un reflet de tes ombres que tu n'acceptes pas en toi et intègre-les. Donc, par exemple, l'argent, je manque toujours d'argent. En fait, ce que tu dis, c'est je manque d'amour. Je manque d'affection. Je manque de soutien. Je manque de confiance. Je manque de X, Y, Z. Et c'est bizarrement beaucoup plus facile pour beaucoup d'entre nous de cristalliser sur le manque d'argent que de regarder en fait qu'on a un manque affectif, tu vois, par exemple. Donc c'est presque se défocaliser du sujet de l'argent et se concentrer sur l'amour, l'amour qu'on donne, l'amour qu'on reçoit. Ouais. Comment aimer l'argent, comment m'aimer, comment aimer les autres et comment être aimé, comment accepter d'être aimé.
parce que la plupart d'entre nous aussi avons peur d'être aimés, avons peur de demander du soutien. Donc, on préfère être en boucle sur faut que j'ai du fric, il me manque du fric, le fric, le fric. C'est un paravent pour pas ressentir que la blessure est ailleurs. Et beaucoup de gens ont besoin de faire tout le chemin de gagner de l'argent pour s'en rendre compte. Et d'autres, comme moi, le savent et donc construisent leur vie financière en conscience que c'est aussi une reconstruction identitaire et personnelle et d'amour-propre. Et en pratique, dans les faits, toi, comment tu fais justement pour Moi, t'aimer? par exemple, j'arrive dans un podcast qui peut être regardé par 700, 800, 1000 personnes, peut-être même plus, et je dis j'ai avorté et j'étais enceinte. Ça veut dire que, en gros, mon travail, c'est de m'aimer dans tout ce qui peut se passer. Euh, et donc, si je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires ou j'en fais 1000, si ce pote est là ou il n'est plus là, si cette personne de mon équipe reste ou reste pas, si ce client a aimé ou n'a pas aimé, je travaille à ce qu'il y ait une permanence de l'amour que je me porte et qu'il y ait quelque part une grande transparence dans ce que je suis, tu vois, Burning Man, avortement, spiritualité. Voilà, je mets à la lumière des choses qui, pour la plupart des gens, c'est pas des choses qu'on met en lumière. Ouais, c'est s'aimer inconditionnellement. C'est s'aimer inconditionnellement, publiquement. C'est pour ça, pour moi, enfin, ça fait partie de mes piliers d'enseignement, la visibilité, parce que pour moi, un entrepreneur n'est pas complet s'il n'est pas visible. Il n'est pas complet. Il n'a pas complété son parcours entrepreneurial. Il y a un truc sur lequel il a fait un blocage et c'est un plafond de verre financier de sa boîte, selon moi. Et c'est très énergétique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent faire beaucoup d'argent sans que le dirigeant ait une marque personnelle forte avec de la visibilité. Mais énergétiquement, il a encore un bloc. Et moi, je pense que l'entreprise, c'est le dirigeant, littéralement. Donc, s'il y a un blocage dans le dirigeant, il y a un blocage dans l'entreprise et potentiellement, c'est un plafond de verre. Ok. Alors, Catherine, je voudrais faire la paix avec mes parents, mais au quotidien, je n'arrive pas à prendre du recul et retombe dans mes travers, et notamment ma rancœur liée à mon enfance. Comment réussir à être pleinement dans le pardon et passer à autre chose? Pose-toi une question. C'est marrant parce que j'en parlais avec mon père hier, à quel point j'étais enfermée dans mon identité de victime. Et à quel point mon identité de victime de mes parents était le truc qui me servait d'alibi pour pas entreprendre, pour pas aller dans mon plein potentiel. Et donc la question qu'elle doit se poser, comment elle s'appelle? Catherine. Catherine, c'est est-ce que ça sert ma croissance, mon développement, mon leadership, ma puissance, ma responsabilité d'être encore la victime de mes parents? Moi, je m'en fous que tu sois béni, oui, oui, love and light dans le pardon. Sois plus badass que ça. Est-ce que ça sert la suite? Moi, ça me servait pas. À un moment donné, j'ai vu que en fait, le truc d'en vouloir toujours à ma mère et de continuer de m'en référer à mon père à chaque fois que j'ai peur de quelque chose. En fait, souvent, on a peur d'un truc et on se carapate dans notre identité de victime. C'est plus confort. On préfère un enfer familier qu'un paradis inconnu. On préfère se dire, bah, j'ai pas pu réaliser mon plein potentiel parce que tu comprends, quand j'étais petit, ma mère, elle m'a fait ça, que de se risquer à dire je suis multimilliardaire, je suis une star, et puis à se vautrer comme une merde. On ne supporterait pas le poids de l'humiliation fantasmée, hein, de rater. Donc on se planque derrière nos blessures d'enfant et dans notre identité de victime pour ne pas aller vers notre plein potentiel. C'est une des extirpations les plus chirurgicales, techniques dans mes opérations que je fais avec mes clients, parce qu'il y en a qui résistent, mais alors très très fort avec ce truc de victime.
C'est un narratif pour ne pas y aller. Ouais, c'est un narratif parce qu'en fait, derrière, si je me ratatine, c'est plus douloureux que de rester éternellement la victime de mon parent, ou de mon mari, ou du pervers narcissique de mes couilles, ou de l'homme, ou de l'avocature. Ça, tu peux être victime de tout ce que tu veux. Donc, Catherine, regarde-toi dans un miroir et demande-toi si tu veux rester derrière ton potentiel ou si tu veux aller dans ton plein potentiel. Point, barre finale. Ne pardonne pas tes parents, c'est pas le sujet. C'est en fait j'allais dire la binarité, je sais pas si ça Ouais, se dit, mais la dualité. la dualité peur-volonté, peur-envie, peur-désir. Ouais. Et aussi la dualité, loyauté à la douleur, où je m'autorise d'être un gros enculé égoïste heureux. C'est-à-dire qu'il faut aussi, et je le dis volontairement vulgairement, parce que c'est ça l'idée, hein, c'est qu'en fait, si on est heureux et qu'on se libère de la violence, de la douleur, qu'on est déloyal au changement climatique, aux guerres dans le monde, aux problèmes, à l'injustice, à mes parents qui ont souffert, à mon judaïsme, à l'antisémitisme, je me permets parce que je suis juive, on est des gros enculés égoïstes. Donc c'est Donc c'est plus que désir-peur, c'est aussi déloyauté loyauté à un vouloir collectif ouais. qui se définit par la souffrance et la douleur. Et si jamais, c'est une notion d'appartenance au clan en fait, qui est un des enjeux de survie de l'enfant, il faut qu'on continue. Ça fait partie de nos plus grandes peurs. On a peur d'être fou, on a peur de mourir, on a peur d'être rejeté de la société. Donc quand t'es Catherine heureuse, dans sa pleine puissance, dans sa pleine jouissance, qui vibre, qui est heureuse, qui en a plus rien à foutre de papa, maman, qui décide de fermer la porte à tout ça, t'es juste une connasse égoïste qui pense qu'à ta gueule. Et pour rebondir là-dessus, c'est la peur de décevoir et c'est le syndrome aussi de la bonne personne. C'est plus que la peur de décevoir, c'est la peur d'être rejeté par le clan, par la communauté. C'est la peur de désappartenir. Et quand l'équation et la condition pour appartenir, c'est la souffrance, nous sommes tous victimes d'un système, nous sommes tous victimes d'une persécution XYZ, et que tu dis non mais moi attends, être victime, en fait j'en ai plus rien à foutre, je suis juste une meuf heureuse qui kiffe, qui est dans l'abondance et qui jouit toute la journée, et bah tu ne fais plus partie du système. Donc il y a une perte et il y a un deuil, c'est aussi un des enjeux de Glow Up, le nouveau programme que j'ai créé où je parle du deuil inhérent au fait d'être de plus en plus dans l'intégrité, donc de moins en moins dans cette identité de victime. Le deuil, c'est de ne plus appartenir potentiellement. Mais c'est fou ce que tu dis parce que ça demande presque de se débrancher enfin, ça te demande de te débrancher de tout un écosystème. Ah, c'est comme si la Matrix, c'est comme si ta réalité fond sous tes yeux. Ouais. Tu reviens dans l'écosystème et tu ne sais plus comment tu as appartenu à ça pendant 30 ans. Moi, je sais parce que je faisais partie d'une communauté où, quand même, beaucoup de choses... Enfin, voilà, fallait être loyal à beaucoup de choses pour appartenir. Et si tu vois, à un moment donné, tu reviens dans le truc et là, le décor fond. Tu ne t'identifies plus. Ça... Donc, beaucoup de gens disent c'est effrayant, c'est terrorisant, c'est une mort de l'ego, c'est une mort de l'identité. Et donc, ça demande vachement de courage. C'est pas que je décide de plus être victime, c'est j'accepte que sous mes yeux, ma réalité va fondre. Que tout ce à quoi j'ai adhéré, que tout ce à quoi je me suis identifiée, ça tient plus. Et donc, du coup, tous les masques que je portais pour qu'on puisse se parler vont fondre. Donc, ça veut dire que potentiellement, il y a plein de moments où je ne vais plus savoir qui je suis. Moi, je suis passée par des masques et des masques et des couches et des couches et des couches qui sont tombées les unes après les autres pour retrouver un truc où je... Ah, ok, c'est ça, moi. Mais le point de départ, quand même, de cette traversée, c'est une willingness, une fermeté dans la direction où je vais. Je ne veux plus être loyale à la douleur, je veux être heureuse et abondante, et puissante, et jouir. Rien ni personne m'enlèvera de cet objectif. D'où l'importance, on y reviendra tout le temps certainement dans les questions des gens, de poser ta putain d'intention. Et tu penses que c'est possible de... Parce que là, la question, c'était par rapport aux parents. Des parents, mais dans un couple, où c'est quand même plus... Quand on est adulte, où c'est quand même plus confrontant, plus quotidien, plus... Comment tu fais quand... Ouais, totalement. Couple, c'est exactement pareil. C'est il vente, il pleut, il neige, il fait du dev perso, il en fait pas, il fait de l'argent. Moi,
Il n'y a rien ni personne qui va m'empêcher d'aller là où je dois aller. Il suit, c'est cool, il suit pas, c'est cool. Sur un plan personnel, professionnel, financier, religieux, j'en ai rien à foutre. C'est- et très souvent, ça va venir générer une immense résistance chez le partenaire. Mm. Et c'est son boulot. Voilà. C'est là où on peut être quand on rentre dans son chemin de revenir vers ce qu'on est vraiment et revenir dans notre essence. C'est là où on peut être des catalyseurs pour les autres ou des Mm. répulsifs. Boum, à tous les conjoints. Alors, Valérie, j'ai 43 ans et je réalise que j'ai toujours vécu et surtout agi dans mon énergie masculine. Cela a beaucoup déséquilibré mon couple. Aujourd'hui, j'en ai marre, je suis épuisée, je culpabilise. J'ai le sentiment que cela empêche chacun d'être à sa bonne et juste place. Je voudrais changer les choses pour moi, mes enfants et mon couple. Quelles sont tes recommandations? Merci pour tout ce que tu apportes avec un cœur. Il y a plusieurs choses qui me viennent. La première chose, c'est un peu comme Paul avec la libido, c'est poser l'intention, poser la question, c'était le premier pas. Identifier que tu es dans ton énergie masculine, c'est un premier pas. Pour ceux qui nous écoutent, l'énergie masculine est la complémentaire de l'énergie féminine, le yin, le yang, le faire, l'être, peu importe. On est tous beaucoup dans le faire, dans l'exécution, dans la performance, dans prouver notre valeur. Et voilà, l'invitation avec moi, c'est d'équilibrer les polarités et de pouvoir inviter l'énergie féminine, qui consiste à recevoir, à être et à construire avec beaucoup plus de détente et beaucoup plus de respect de soi. Et donc, il y a toujours un moment, quand on veut s'éveiller un peu et aller mieux dans sa vie, où on s'aperçoit qu'on est tout le temps affairé, que c'est jamais assez, qu'on n'est jamais assez, et qu'on porte des programmes comme ma valeur, c'est ce que je fais. Je ne suis pas assez, je ne mérite pas si, no pain, no gain, la méritocratie, tout le machin. Donc cet éveil, c'est un cadeau déjà, de se rendre compte de ça à 43 ans, de dire mais attends, en fait, je suis dans le masculin. Et du coup, ça a des répercussions certainement sur la sexualité dans le couple, sur lui qui s'est mis certainement dans une position de princesse. Souvent, on le voit, hein, les femmes sont tellement définies par leur toute-puissance à la maison, dont elles souffrent, hein. Mais elles font le ménage, les bébés, les enfants, elles torchent le cul de leurs enfants, elles font les devoirs, elles sont avocates, elles font du triathlon, elles font de la musique et puis un peu de l'humanitaire. Et pourquoi pas s'occuper de maman, la peinture de la porte, voilà. C'est en fait ce que ça témoigne pour toutes ces femmes et ces hommes qui peuvent être aussi dans ces postures-là. C'est je n'ai pas de valeur. Si je me pose sur un canapé, je suis juste rien. Et l'être est associé à rien. Respirer, c'est rien. Être dans son corps, c'est rien. Dormir, c'est rien. J'existe quand je fais. Et en fait, le truc, c'est que donc c'est une spirale, c'est jamais assez. Donc la meuf, elle prend de plus en plus de place. Le mec peut prendre de moins en moins de place. Un homme, dans son énergie masculine et dans ses polarités équilibrées, il est là pour servir et doit se rendre utile dans le couple. Quand la meuf, elle prend toute la place, bah, il a plus de place. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il s'assoit là et puis il devient de plus en plus passif. Et puis bah, du coup, tu as de moins en moins envie de lui, puis il a de moins en moins envie de toi, puis on se déteste. Et puis, donc, il y a tout un chemin pour retrouver, et c'est un chemin, sa valeur dans le simple fait d'être. Et tout un chemin pour redonner de la place à l'autre. Parce que tu te rends pas compte, mais en fait, certainement que tu te plains que c'est toi qui fais tout à la maison, mais tu te rends pas compte que tu as tout fait pour faire tout à la maison. Et que ça a été une danse entre toi et l'autre, un accord tacite où, bon, j'ai pas de valeur,
personnelle. Donc, je vais tout faire. Et je me définis par ma douleur et ma victimisation. Donc, je vais me victimiser de toi, ok? Et je vais toujours te mettre dans la gueule que c'est moi qui fais tout. Et toi, tu vas être de plus en plus passif. Et comme ça va être de plus en plus... On va de plus en plus me confirmer la croyance que je mérite pas l'amour, que j'en fais jamais assez et que de toute façon, les hommes, c'est nul. Et voilà. Et c'est une question qui amènerait à des heures de discussion parce que derrière, il y a la peur de l'intimité, il y a la peur de la présence, il y a la peur d'être juste là, il y a la peur de la connexion à l'autre. Il y a vraiment, viens, on joue juste une scène de souffrance pendant 20 ans où c'est jamais assez de part et d'autre et où il n'y a plus de connexion entre nous. Et pour se reconnecter, il faut en faire toujours plus. Et en fait, on est plus. Enfin, donc, c'est un peu deep, mais. Mm. Et cette femme qui justement veut reconnecter à son yin, à son énergie féminine, Mais est-ce que c'est une déjà, danse qui se joue à deux ou est-ce que... idéalement, elle vient travailler avec moi ou quelqu'un qui va pouvoir lui ouvrir cet espace, lui ouvrir un espace pour se reconnecter à ça. Et des hommes et des femmes, parce que moi, mes clients sont des hommes et des femmes à qui on ouvre l'espace. Plus tu es dans un collectif de gens qui ont ouvert cet espace, tu sais, par contagion, ça va aller beaucoup plus vite. D'où le fait que je travaille avec des groupes et des gens en groupe. Mais aussi, tout simplement, meuf, ralentis sur le fer. T'avais prévu de faire le gâteau d'anniversaire de ta petite cousine, bah non. T'avais prévu de récurer les chiottes et de récurer la cuisine et de réparer l'ampoule du deuxième étage, bah non. T'apprends à déléguer, t'apprends à te faire aider, t'arrêtes de sauver la veuve et l'orphelin. Déjà, commence par te discipliner, mettre des limites, ce dont tu manques en général. Et voilà, commence par là. Faire versus être. Ouais, mais concrètement, ça veut dire quand tu es dans ta frénésie, vois-toi et discipline-toi et commence à arrêter et puis demande à l'autre. Une aide à la maison, un ami que tu peux appeler. Moi, je vois, j'ai des femmes parfois en fait, qui ont tout compris intellectuellement de mes enseignements, mais en fait, elles ont toujours pas accepté de demander de l'aide à l'autre, ou de demander un câlin, ou de demander de l'affection, donc à recevoir. Donc en fait, même si intellectuellement, elles ont capté ce qu'il faut mettre en place, elles sont toujours dans un truc d'hyper-indépendance. Elles ont toujours pas posé la limite là-dessus, et du coup, ça va toujours pas. Donc, ouais. Tu penses que c'est notre civilisation, notre culture, l'indépendance des femmes, Ouais, c'est tout un truc qui nous a amené à de la survie. C'est normal, on en a pris plein la gueule. Donc, on arrive sur Terre et on doit survivre. On doit pas vivre, on doit survivre. Et donc, on doit faire des études, on doit gagner de l'argent. Alors qu'on est dans un des pays les plus safe au monde où il y a je sais pas combien de caisses de chômage, de je sais pas. Et on est presque les plus survivialistes. On se comporte comme si on était à la rue. Moi, je vois, j'accompagne des avocats. C'est quand même des gens qui ont des diplômes. Ils sont plus en mode survie que d'autres, alors qu'ils ont un diplôme, qu'ils ont une bonne gueule, qu'ils savent parler, qu'ils sont employables. Calme-toi, quoi. Enfin, non. Donc, ouais, des blessures transgénérationnelles, des guerres, des trucs qui font que t'arrives, tu portes déjà un bagage lourd et puis on te stresse, hein, on te conditionne à l'école, dans ta famille, qu'il faut que tu t'en sortes dans la vie parce que c'est dur. T'es conditionné pour être en galère. Donc après, tu cours pour t'en sortir. Alors qu'il n'y a pas besoin. Question suivante. Édouard, ma femme m'en veut de mon absence et de mon indifférence, entre guillemets, à l'égard de mes enfants. Elle dit que je me refuge dans mon boulot, joue la distance et les excuses quand il s'agit de passer du temps avec eux. Au fond, je sais qu'elle n'a pas tort, mais je n'arrive pas à identifier ce qui m'empêche d'être pleinement présent quand je suis avec eux. Qu'en penses-tu ? C'est vrai. C'est vrai. T'évites. Tu utilises le taf comme un refuge, tu le sais très bien. Édouard, c'est un mec qui a tout fait bien dans sa vie, qui a fait ce qu'il fallait faire. Il a privilégié la morale à son désir, il n'est pas en intégrité, il s'est marié avec la bonne meuf, il a fait
le bon mec, le bon père, il a ramené l'oseille à la maison, il a pris le bon boulot. Sauf que derrière, il y a une bête folle, assoiffée de sexe, de désir, d'envie de vivre. Et en fait, ce mec, il a posé en dualité liberté, sexe, pouvoir, joie et devoir, duty. Il s'est enfermé dans un truc où, en fait, construire, c'est quelque chose de religieusement moral. Et donc, il a mis de côté bah, sa queue. Pardon, hein, mais sa pulsionalité. Et du coup, ça donne lieu à des hommes, je sais pas si c'est le cas d'Edouard, mais qui vont avoir des pratiques en privé, qui dit à personne, où il va aller faire du SM, voir une prostituée, tromper. Toute sa pulsionalité, n'est pas vécue dans le couple, elle est vécue derrière le couple. C'est ça qu'il appelle sa liberté. C'est en fait une transgression. Donc, du coup, il y a de la honte. Donc, du coup, il y a du jugement. Donc, du coup, il y a de la culpabilité. Oui, donc s'occuper des enfants, du coup, c'est pas possible, quoi. Ça va Bah, pas avec le... c'est possible, mais c'est pas. Il est coupé. C'est dissocié, ouais. Il est coupé. Il n'est pas intégré. Et en fait, toute cette aventure, cette folie, il aurait pu la vivre avec sa femme. Mais ils ont choisi les deux de jouer un rôle moral et religieux du couple et du mariage. Et ils se sont enfermés là-dedans. Et en fait, les mecs, bah, ils se sont perdus, quoi. Et justement, parce que là, tu amènes sa femme dans l'histoire. Ouais. Sous-entendu, Elle joue le rôle, elle c'est joue le jeu ça. avec elle. Ah bah, elle joue le jeu avec Sous-entendu, c'est une danse qui se danse à deux. Ah, mais complètement. C'est un archétype, encore une fois, moral et religieux du mariage, de l'union, où en fait, il n'y a pas de place. Ça respire pas. C'est comme si on se regardait. Puis bon, alors, on va faire Monsieur, Madame Parfait, OK? Ouais. Oui, je le veux. Et puis, on met derrière. C'est coupé de la réalité, de ce que je pense, de ce que je. Et on s'éloigne de plus en plus et on joue le jeu. Et après, on s'étonne qu'on n'a plus envie d'être là, d'être connecté. On connaît pas l'autre. Il y a deux masques. On n'est pas ensemble. On a décidé de jouer une pièce de théâtre ensemble. Très différent. Donc après, on a des gamins. On les aime, nos gamins. Mais il y a tellement de couches entre nous et nos gamins. Parce qu'en fait, il y a tellement de couches entre nous et entre moi et moi. Parce qu'en fait, dans ce mariage, je me suis aliénée. Dans ce business, je me suis aliénée. Et c'est exactement le même enseignement avec les avocats que j'accompagne. C'est quelque part, la robe est une planque, le métier est une planque, le vouvoiement est une planque, la posture est une planque. Tu es séparé. Tu n'es pas intégré. Tu n'es pas toi-même. Dans ton couple, dans ton boulot, dans ta vie, dans ta famille, dans ta communauté, parce qu'il faut que tu sois ça. Et donc, bah, on le sait, hein, breaking news, tu fais tes trucs derrière les fagots. Ça ne fait aucun doute. Tu les fais quand même parce que ça peut pas. Et j'ai envie de dire à toutes les personnes qui entendent et qui trompent ou qui font des trucs chelous derrière, libérez-vous de la honte, du jugement et de la culpabilité. On a voulu nous mettre dans un système qui est pas tenable pour un être humain. Donc c'est normal qu'on ait des comportements déviants. C'est normal qu'on ait des comportements pas OK derrière. J'ai envie de dire à Edouard ou à ceux qui pourront s'entendre derrière, pardonnez-vous d'avoir besoin d'un échappatoire. En revanche, responsabilisez-vous sur le fait que votre couple peut devenir cet échappatoire. Si vous avez l'honnêteté et le courage de dire les choses et de dire, bah, en fait, j'ai besoin de ça, est-ce qu'on peut le faire ensemble? Tu penses que les postures ou les étapes de vie, le boulot, le mariage, ça peut t'éloigner de toi? Ouais. Quand c'est fait, donc il faut que je sois ça. Donc pour faire ça, il faut que je fasse ça. Ça, pour moi, c'est pas de l'intégrité. C'est je vais me mettre 10 masques sur la gueule pour que ça puisse fonctionner. Donc, on m'a appris qu'un couple, pour que ça marche, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Donc, je vais faire ça, quitte à pas m'écouter. Donc oui, tu t'éloignes de toi. Mais c'est pas le couple ou le boulot. C'est la façon dont j'ai interprété comment je devais y aller. Or, on peut être intentionnel sur la façon d'être parent, sur la façon d'être en couple, sur la façon de vivre, sur la façon d'entreprendre, sur la façon d'être avocat, sur la façon d'être psychologue, et transgresser ces conditionnements moraux et idéaux là qui tiennent pas et qui nous font avoir des cancers. D'ailleurs, je préfère que tu trompes ou que tu fasses des trucs chelous
plutôt que tu ne t'autorises pas et que du coup, tu développes un cancer. Du coup, ce Édouard, qu'est-ce que... Là, comme ça, en premier conseil, Le qu'est-ce que low tu... hanging fruit, le fruit à portée de main, c'est quoi la conversation que tu évites avec ta femme depuis 10 ans? Trouve tes cojones et là. Prends le risque. Très souvent, d'ailleurs, les Édouard et compagnie, ils ont peur de perdre leur femme. Peur de perdre leur femme. Ils ont très peur de perdre leur femme. Donc, c'est un cocon rassurant, c'est une espèce de sécurité identitaire. La meuf, sa fonction, c'est de le sécuriser, quoi. C'est pas, tu vois. Et regarde ça en face. C'est pas vraiment l'idée au départ, quand même, quand tu tombes amoureux de quelqu'un, que ça soit ton safe place, que tu veux pas perdre, quoi. Ton doudou. Non. Donc, prends le risque de perdre le doudou et peut-être de retrouver ta femme ou de te retrouver toi, mais vas-y, quoi. Fais bouger le bastringue. Il y a un côté très... Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, quand je t'entends, j'entends beaucoup revenir à un côté presque primitif, très pulsionnel de qui on est, où on a tendance peut-être à s'éloigner en allant dans la posture travail, posture machin, selon ce qu'on interprète, mais c'est revenir à quelque chose de très presque animal. Primaire, Ouais. primal. Mm. C'est retrouver sa part primale. Et souvent, d'ailleurs, la défense des gens qui veulent pas qu'on retrouve notre part primale, c'est faut se comporter en société, sinon c'est l'anarchie. Hein. Non, ta gueule. Il y a que toi qui crois que retrouver sa part primale, ça veut dire avoir des comportements toxiques pour la société. Moi, je crois que c'est parce qu'on refoule notre part primale qu'on est toxique pour la société. Et en réalité, si on fait confiance à ce qu'est un être humain et si on fait confiance à l'organisation de l'univers, c'est parfait. Et c'est là que justement on guérit le monde. Belle fin de... Heal the world, Ah ouais, alors make it là... a better place. Ah ouais, non, là, j'étais obligée d'enchaîner sur une For autre. you. Question de Lorraine. J'ai du mal à être sincèrement heureuse pour mes amies quand elles obtiennent ou vivent des choses que je souhaite pour moi, mais que je ne vis pas encore. Je m'en veux beaucoup de ressentir cela. Quelle est ta lecture de la situation et tes recommandations? C'est un des sentiments les plus difficiles à intégrer, la jalousie. Et moi, je trouve que j'ai passé ma vie à me défendre que j'étais pas jalouse. Et en fait, j'étais jalouse. Et tout va mieux depuis que j'ai reconnu que j'étais jalouse. C'est humain, t'es jalouse. Trop bien que t'aies osé déjà dire bah tiens, j'arrive pas à me réjouir pour les autres. T'as la conscience de voir ça. C'est énorme. Et moi, je trouve qu'il y a un côté lumineux dans la jalousie. Je pense à une cliente qui m'avait dit j'arrête pas de me comparer, c'est toxique. Et tout. Je dis non, la comparaison, c'est un levier, au contraire, de dépassement de soi. On en a besoin de voir des gens qui sont devant nous pour se dire attends, je veux la manger, je veux la dépasser, je veux la manger. Et c'est pas forcément méchant, ça peut être enfantin, ça peut être du jeu, ça peut être... Donc moi, je pense qu'un un secret serait de dire je suis jalouse de toi, je suis jalouse de ce que tu as, avec amour, tu vois. Parce que toute la difficulté, je trouve, c'est justement... C'est pas tant de se l'avouer. Bon, déjà, effectivement, il faut se l'avouer. Pour moi, au moment où on dit je suis jalouse, on l'est plus, on est dans l'amour, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, la difficulté, c'est ça. C'est-à-dire de voir la jalousie comme presque un palier dans l'amour. Ouais. Oui, sauf que dans quelle mesure la plupart des gens voient pas ça comme un... Ils ont honte et Voilà, culpabilisent. c'est ça. Jalousie va pas avec amour, mais va avec honte, culpabilité, pas bien. Ouais, c'est c'est ça. très duel. En fait, si tu transcendes ta honte et ta culpabilité d'être jaloux de cette personne ou de pas réussir à et que tu peux le communiquer, et tu rentres dans l'amour parce qu'en fait, à ce moment-là, tu reconnais un sentiment noble en toi ou en fait, tu convoites quelque chose que l'autre a. Tu as la noblesse de voir qu'il y a un rocher, t'arrives pas à te réjouir, tu le dis et ça y est, t'es dans l'amour. Ça y est, c'est fait. En fait, au moment où c'est dit, c'est dissous. C'est comme un candérel dans un café, quoi. Ça se dissout automatiquement. Au moment où je te dis, mais putain, c'est tellement beau ce que t'as, j'aimerais tellement avoir ça. Peut-être aussi... La gratitude pour ouais, l'autre. c'est ça. En fait, peut-être transformer ta difficulté à se réjouir en levier de
qu'est-ce que je trouve beau là-dedans, Ouais, que je peux utiliser presque comme une prière ouais. pour moi. C'est déplacer cette émotion, c'est la déplacer presque. En fait, c'est de dire, tiens, viens, on fait un constat neutre de la beauté de ce qu'a cette personne. Qu'est-ce que c'est beau que ça, et que tu arrives à ça, et que tu fasses ça, et que tu vives ça comme ça. Et j'admire, tiens, je reconnais quelque chose en toi que j'ai en moi, mais que j'ai pas développé. Merci d'avoir été le miroir qui m'a permis de manifester un désir que je ne savais même pas que j'avais. Putain, Et- ça me donne envie d'être jalouse. Mais vraiment. Et d'ailleurs, je le dis dans le bootcamp, je dis ce qu'on admire chez l'autre, c'est nous. Mm. Et souvent, d'ailleurs, derrière l'admiration, il y a un brin de jalousie. Et en fait, à partir du moment où tu utilises ce brin de jalousie, cette admiration, comme levier de prière pour dire, mais c'est ça que je veux, pour calibrer ton désir, eh ben, c'est une super boussole. C'est une boussole pour savoir ce que tu veux. Et pour les grands obsessionnels qui projettent sur Pierre, Paul ou Jacques, c'est un peu ce que tu dis, c'est ce qu'on admire chez l'autre, c'est C'est ce une qu'on partie de n'ose soi. pas incarner. Exactement. Et du coup, moi, je propose, au lieu d'oser l'incarner, ce qui peut être un peu difficile, ose le désirer. Juste. Parce que souvent, on n'ose même pas le désirer. Et c'est ça, pour moi, poser une intention, mettre dans le GPS l'Arc de Triomphe. C'est, je mets dans Ouais. mon GPS Star International. Je le mets dedans. Je le veux. Personne n'ose le dire. Oser le Oser le vouloir, dire. oser le Oser vouloir et vouloir. oser le dire. Oser le vouloir. Je veux être une star internationale. Je suis Oser être jaloux. Ouais, je suis jalouse de Beyoncé. Clairement, c'est ma rivale. Oser être jaloux. C'est Mm. bon d'être jaloux, en fait. Mmh. C'est de l'amour. Ouais, Ça veut dire que t'aimes ce truc. ouais, Moi, j'étais très jalouse de mon petit frère. ouais. Bon, c'était avec le truc de victime et tout. Mais mon petit frère, il avait. C'est un peu père riche, père pauvre. Moi, j'avais un père qui avait pas beaucoup de moyens financiers. Mon frère, il a un père qui avait beaucoup plus de moyens financiers. On n'a pas eu la même mère, parce qu'on a la même mère, mais c'est pas du tout la même. Souvent, là, dans la fratrie, nos parents sont différents en fonction de quel membre de fratrie on est. Ça, oui. Donc, j'étais jalouse de la mère qu'il a eue, j'étais jalouse des ressources qu'il avait, j'étais jalouse qu'il ait ce confort matériel. On lui a offert un appartement à 18 ans, j'ai jamais eu d'appartement. J'ai fait ma bat mitzvah dans un truc un peu vite fait. Lui, il avait une bar mitzvah incroyable. Enfin, tout était lui plus, moi moins. Et en fait, bah, j'étais vouée à créer de la richesse. Et donc, en fait, c'était un appel Mm. de dire, mais tiens, utilise cette rage que ton frère, il est, et que j'aime, mon frère, je l'aime à la folie. Hein. C'est ma vie. Mais certainement, j'ai eu envie de le tuer plein de fois aussi parce qu'il avait plus que moi. Et en fait, c'est encore ce truc de victime à acteur. En fait, est-ce que ça me sert d'avoir moins que mon frère ou est-ce que ça me sert d'avoir moins que mon frère pour avoir plus? Et en fait, cette histoire de père riche, père pauvre, d'avoir eu ces deux figures paternelles, un qui a des ressources, un qui en a pas, un qui est mon père, un qui est pas mon père, un où mon frère est là et moi j'ai pas, ça a été un levier pour comprendre qu'une de mes raisons d'être sur Terre, c'était de faire de l'argent. C'était d'être ma propre source d'abondance. Donc tu peux aussi utiliser tes frustrations et tes jalousies pour comprendre que c'est un appel. Mm. C'est un appel à le développer. Et très souvent d'ailleurs, ça vient taper là où tu crois que tu en es le moins capable. Je croyais vraiment pas que j'étais capable de faire de l'argent. Ouais. Ça demande quand même une connexion à soi Ouais. et une honnêteté Mm. envers soi. Il faut quand même un certain... C'est pour ça qu'il faut venir travailler avec moi. Si je peux me permettre. C'était sneaky, mais c'était... Non, mais disons, C'était là où je voulais t'amener. faut plus hésiter les frères. J'adore celle-ci. Deva, selon toi, quelle est la signification énergétique et ou psychologique de l'endométriose? Ah ouais, c'est beau ça. C'est une femme. Oui. Non, c'est oui. une femme qui porte dans son ventre les traces de toutes les femmes qui se sont muselées, cachées, interdites dans son utérus. Et l'endométriose est le symptôme qui fait du bruit et qui sert. Le symptôme a toujours une fonction. Il y a toujours un bénéfice secondaire. Et l'endométriose, j'ai mal.
j'ai mal, je suis pas bien. On a quand même nos règles une grande partie du mois. Quand tu as de l'endométriose, c'est comme si tu faisais des règles de 21 jours. Parce qu'en fait, tu as mal avant, tu as mal après, tu as le SPM, tu as Ouais. le... Donc en fait, tu es tout le temps dans une posture d'infirmité, de difficulté. Et souvent, ce sont des femmes, du coup, qui vont devoir s'occuper de leur endométriose. Et ça prend toute une place. Et c'est toute une place qu'elles ne peuvent pas prendre pour occuper, elles, la place. C'est l'endométriose qui prend de la place. Il y a un autre truc aussi autour de la maternité et la femme qui devient mère, elle prend une place aussi, elle s'incarne plus, elle s'ancre plus. C'est quand même l'histoire, pour moi, d'une femme qui est empêchée dans son incarnation. Dans son incarnation en tant que femme. Et souvent, d'ailleurs, moi, je vois les femmes qui ont l'endométriose, et j'en fais partie, j'en ai un petit peu, très légèrement, mais j'en ai un peu. Il y a beaucoup, beaucoup de fer, de masculin, d'énergie masculine en elles. C'est pas des femmes qui peuvent se reposer. C'est des femmes qui ont besoin de survivre. Il y a un enjeu de survie dans leur histoire. Il y a un truc qu'il faut qu'elles arrivent à faire, à dépasser. Tu vois, Mais la survie, pour toi, c'est vraiment quelque chose. Enfin, c'est quelque chose de plutôt masculin, parce que pour moi, la survie, c'est ça. ça vient mobiliser Ouais. les forces d'action, de volition, de dépassement. Donc ça vient mobiliser l'énergie masculine. C'est pas masculin la survie. Ouais. C'est juste qu'une femme, quand elle est en mode survie, elle se met en mode, tu vois, action. Donc elle mobilise son énergie masculine. C'est pas masculin. Mm. C'est juste, elle mobilise le yang. Plutôt ça. Parce que tu peux être une femme extrêmement féminine, sophistiquée, qui ressemble à une femme et être énormément dans le yang. Tu es tout le temps en train de faire ton cours de pilates, ton soin, ton truc, ton machin, tes affirmations. Et attention, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui confondent énergie masculine avec des trucs d'homme, alors que tu peux faire des trucs de femme et être tout le temps dans le masculin, tout le temps en train de faire quelque chose. Tu te poses jamais, tu peux jamais te poser. Donc, je connais une femme dont le métier est d'aider les femmes à guérir de l'endométriose. Et en fait, c'est quand elle a arrêté d'utiliser l'endométriose comme levier de marque personnelle, comme sa marque personnelle, c'était l'endométriose. C'est quand elle est sortie du symptôme elle-même, qu'elle est revenue sur elle et qu'elle s'est légitimée comme étant assez, sans son endométriose, pour guider des femmes à aller mieux dans leur vie, en fait. Qu'elle a guéri son endométriose. Donc, c'est vraiment utiliser le symptôme comme paravent pour plein de choses. Mais j'ai envie de dire l'endométriose et tant d'autres. La fibromyalgie, tu vois, Toutes sortes de maladies. les douleurs chroniques. Ouais. Ça nous sert à nous planquer, à être en difficulté. Ouais. Du coup, ça nous empêche de nous occuper vraiment de nous. Oui, on s'occupe de l'endométriose. Ouais. On s'occupe des maladies, du symptôme, et pas de nous, de notre évolution. Oui, identitairement, on devient l'endométriose. Ça, à différents degrés, évidemment. Il y a des femmes qui sont totalement endométriose. Il y a des femmes comme moi où c'est un petit sujet, voilà. Mais oui, on est très identifié à ce que Eckhart Tolle appelle le corps de souffrance, nos symptômes. Moi, la première, j'étais très identifiée à mon eczéma, à mes troubles digestifs, à mon acné. J'étais acné, j'étais eczéma, Donc, ce que je dis là, c'est vraiment pas un jugement envers les femmes qui s'identifient parce que de toutes les façons, quels que soient nos maux physiques, on retrouve la même racine. Et ça, selon toi, ça t'empêche de se réaliser, de réaliser ses projets Pour moi, c'est un enjeu de visibilité. C'est un truc de se planquer. On se planque derrière la maladie. Ok. C'est vraiment, je me fais petite, je me cache, je suis dans le placard derrière le symptôme. Et très souvent, derrière, il y a mais qui suis-je? La grande question existentielle. Et donc derrière, il y a l'angoisse identitaire du qui suis-je. Moi, je sais que mes problèmes, ça m'a aidé à pas me demander, à pas regarder le vide abyssal de mais je suis qui? Question que pas beaucoup de gens ont envie de regarder en face, préfèrent être avocat, souffrant d'endométriose, activiste défenseur croyant que, ayant la conviction de. Ouais, c'est aussi une question de s'incarner.
indépendamment de ton narratif. Indépendamment, effectivement, du narratif. C'est s'incarner en tant qu'essence, en tant qu'être. Et on retrouve toujours cette notion d'essence et d'être, c'est-à-dire cette identité qui ne peut pas se nommer, mais qui, une fois qu'elle est là, enfin, je l'incarne, tu vois. Je suis Alice Modret, et puis je suis pas en train de te dire mes 3 éléments pour réussir à nanana, ni en train de te dire quel est le chemin qu'il faut prendre pour réussir, ni en train de te parler de ma religion, ni en train de te parler de mon métier, ni en train de te parler de l'entrepreneur. C'est transdisciplinaire, tu vois. C'est un truc qui est juste... Voilà, ça respire, quoi. Sacha, comment accepter la solitude? Oula. Ouais. Sacha, il rigole pas. Hein. Ouais, Sacha, il rigole pas. Il tire à balles réelles, comme on dit chez Avocation. Il tire à balles réelles. Ouais, ça tire à balles réelles. Sacha, comment accepter la solitude? Tu n'es pas seul, il faut juste que tu te rebranches à Dieu. Et d'ailleurs, c'est Winnicott qui dit, dans La capacité d'être seul, Winnicott, psychanalyste américain que j'adore, il faut être 2 pour être 1. Il faut être 2 pour être seul. La capacité d'être seul, c'est la capacité d'être avec soi. Soi, c'est Dieu. On revient sur cette identité qui est multiple. Là. Dieu, c'est ce que tu veux, le créateur, la source, l'univers. Tu le personnifies pas, tu le religieusises pas. Je m'en fous. Mais il y a un truc qu'on peut appeler le higher self qui est là. Et une fois que tu es branché à ça et que tu comprends que tu es ça, tu n'es plus jamais seul. Voilà. Ça nous prendrait trop de temps. On pourrait faire un podcast complet sur la notion de higher self et de Dieu. Et peut-être juste, parce qu'on ne sait pas si ce Sacha, il a développé une certaine forme de spiritualité ou pas. Souvent, c'est la porte d'entrée de la spiritualité, c'est cette question. Donc, il sait qu'il y a autre chose, mais il a été conditionné. Peut-être il est entouré d'athées. Peut-être il est entouré de gens qui trouvent que la spiritualité, c'est un truc de perché. Et donc, en fait, sa question, c'est comment je peux accepter ma spiritualité et transcender la peur du mythe de la solitude. Parce qu'en fait, il n'y a pas de solitude. Mais moi, je l'ai traversé vraiment longtemps. Hein, comme on dit, le sankara, le conditionnement de « je suis seule ». Ça, c'est quand tu as une blessure spirituelle profonde. Tu t'es complètement débranché de l'amour, de la terre-mère, de peu importe quelle est la source à laquelle tu veux te brancher. Et donc, on retrouve l'hyper-indépendance, on retrouve le yang. L'énergie féminine, c'est aussi l'énergie qui reçoit l'amour. Et donc, derrière sa question de solitude, il y a un appel à la solitude. Comment je peux accepter ma solitude? Ça veut dire qu'il veut y aller parce qu'il sait qu'il y a un truc là-bas que personne ne va lui donner et qu'il va que trouver là-bas, entre lui et lui. Et ensuite, ça sera tout un chemin de l'accepter, de le verbaliser et de lui faire de la place. Et souvent, notre entourage n'a pas trouvé cette source, donc on a honte de l'avoir trouvée, donc on n'ose pas le dire, donc on reste dans le placard spirituel. Enfin, c'est un truc. C'est-à-dire la spiritualité, c'est ce que tu trouves dans la solitude, et c'est aussi ce qui peut faire que tu restes seul. Si t'oses pas, tu vois ce que je veux dire? Si t'oses pas, come out. Donc pour moi, c'est hyper important de dire Dieu, source, amour, machin, nana, parce que quelque part, je sors du placard. Tu vois, je dis, bah, non, mais moi, voilà. Il y a Dieu, il y a l'amour, il y a la source, il y a tout ça. Et je me sentais très seule quand je voulais pas sortir du placard. D'ailleurs, j'ai eu toute une période où je ne parlais pas du tout de ma spiritualité dans mes communications et dans mes espaces, et je me sentais seule. Et j'ai vu que mes clients, en fait, avaient eux aussi une caisse de vibration et que ça s'ouvrait de plus en plus. Et bah voilà, maintenant on est une secte. Pourquoi t'as ouvert? C'était plus possible. Je pouvais plus. C'est comme l'homosexualité. Au bout d'un moment, c'est trop douloureux. Je l'ai pas vécu, mais je vois très bien. C'est trop douloureux de tout le temps raboter sa parole, de tout le temps raboter faire attention à pas dire les mots. C'est un contrôle de soi ça va pas avec l'amour de soi. Ça va pas avec l'intégrité.
Et à un moment donné, l'appel de l'intégrité et de l'amour-propre était tellement fort que j'ai dit, bah fuck it. All-in, je dis ce que j'ai à dire sur ma spiritualité, puis bah tant pis, si parce qu'il y avait des peurs irrationnelles qu'on allait m'enfermer, qu'on allait me brûler, qu'on allait me traiter de secte, de gourou, etc., etc. Et en fait, bah fuck it. Donc, quelqu'un qui te demande comment accepter la solitude, c'est quelqu'un qui finalement est en quête de spiritualité, en quête de soi aussi. Bah, c'est ça, c'est quelqu'un qui dit comment je peux. Je suis seule, où est mon, Ouais, où est mon autre, où est ouais. mon lien, où est mon union divine, où est l'autre, où est ma source. Je veux revenir dans ma source. Je sens une absence en moi, où est la présence? Un appel à la présence. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand il parle de spiritualité, il ne s'agit pas forcément de la spiritualité au sens littéral du terme. Ça peut être... Ah, mais la spiritualité, elle est propre à chacun. Mm. Et elle est surtout pas religieuse, ni ésotérique. Elle l'est si tu as envie. Complètement. Tu veux ancrer ça dans le Talmud, ou dans le Coran, ou dans la Bible, pas de problème. Mais c'est pas du tout un prérequis. La spiritualité, c'est l'amour, point. Pour moi, hein. C'est l'amour. Alexandre, quel conseil aurais-tu voulu recevoir avant de te lancer en tant qu'entrepreneur? Attends. Quel conseil aurais-tu voulu recevoir avant ou qu'aurais-tu voulu savoir avant de te lancer en tant qu'entrepreneur? Bon, t'as compris le... Ouais. S'il y avait une voix qui m'avait chuchoté, ne fais pas ça. Voilà, ou fais ça absolument. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais voulu savoir avant de te lancer en tant qu'entrepreneur? C'est pas dangereux que ton amour de la vie et de Dieu et de l'univers et de la terre soit au centre de ton entreprise. C'est sain, c'est sécure, c'est ok, tu peux y aller. Dis les mots que tu veux dire, construis en intégrité, construis avec intention. Ne censure rien. J'aurais fait quelque chose de beaucoup plus puissant, beaucoup plus grand, beaucoup plus vite et beaucoup plus harmonieusement. Je me suis fait mal à me raboter, à contrôler, mais j'en avais besoin. C'était mon chemin. Ouais, c'est ça, j'allais te dire, c'était ton Voilà. chemin aussi. Mais puisque la question est quel est le conseil que tu voudrais, le conseil c'est construit dans l'intégrité. Donc, n'aie pas peur. N'aie pas peur d'être vu parce que plus tu te montres, plus tu attires à toi les gens qui ont vraiment besoin de toi, qui résonnent vraiment avec toi et qui seront les gens qui te payeront le mieux, qui achèteront sans même te demander qu'est-ce qu'il y a dans le programme parce qu'ils vont sentir que ça résonne. Tu deviens un aimant, tu deviens un aimant aimant. Tu deviens quelqu'un à qui on a envie de faire confiance parce que tu caches pas quelque chose. Ça se sent quand quelqu'un il dit pas vraiment tout son message. Ça se sent quand il planque des trucs. Donc cette transparence, cette intégrité, cette foi, cet amour a toute sa place dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, énormément d'entrepreneurs, notamment américains, ont largement dépassé ça et ont construit des empires à des centaines de millions de dollars sur le Christ. Et c'est très clair, c'est dit, hein, c'est nous, c'est le Christ, voilà. Donc, en France, on est très... On cloisonne, on dissocie beaucoup. Non, mais surtout, dès qu'il y a de la spiritualité, c'est une secte. C'est un culte. Comment t'expliques ça? Bah, y a un truc de censure. Au regard de la secte que tu es, ou du clan que tu es, ou du culte que tu es, on va te censurer. Donc, ça peut être des entreprises qui ont des impacts sociaux importants, qui aident vraiment les gens. Donc, par exemple, Margot Cunego, on la traite de gourou tout le temps. Alors qu'elle aide plus de 3000 femmes à lancer leur business. Elle fait pas de spiritualité et pourtant, c'est un gourou. Dès que tu as une communauté, dès qu'il y a des gens autour de toi et que tu aides vraiment et que tu as de l'impact, tu es un gourou. Donc, en fait, te menacer quelque part, de t'étiqueter, secte, etc., c'est une manière de vouloir arrêter ton pouvoir. Donc, je l'explique parce que dans le collectif, il y a encore une grande partie d'entre nous qui veut qu'on reste petit et soumis et pas grand et pas libre et qui sont encore attachés, loyaux à la douleur. Et donc, quand ils voient des femmes comme moi, comme Margot ou d'autres qui aident des centaines, des milliers de personnes à se libérer, à être dans la liberté, à être dans la joie et ne plus être loyal à la douleur, ça plaît pas du tout. Donc, bah, tiens, t'es une secte.
pose problème. Donc, à Alexandre, tu lui dirais d'y aller en n'ayant pas peur de transcender. Ouais, je dirais, en fait, tu vas peut-être avec un petit rôle, ton petit rôle de coach je sais pas, Ouais. en immobilier, mais tu sais très bien que tu es beaucoup plus que ça. Tu as peur de sortir du placard, sors du placard direct. Attends pas 3 ans comme moi. Mets tout de suite tout ce que tu as à dispo et trouve des gens qui veulent recevoir 100% de ce que tu as à leur donner. Moi, il y a là-dedans une machine intellectuelle, psycho, stratégie, entrepreneuriale, et puis il y a aussi une meuf qui perçoit des choses, qui a de la spiritualité, qui a de l'amour, il y a une mère, il y a plein de trucs. Donc, je mets tout ça à dispo. Même si tu montes une boîte où il n'est pas question de coacher, où il n'est pas question d'accompagner, tu montes une boîte où c'est un produit, et ben comment ta boîte, elle peut d'emblée réfléchir, donc réfléchir, c'est renvoyer la profondeur de ton message et de ton ambition et de ce pourquoi tu as créé ce produit, que ce soit un ordinateur, une boisson, n'importe quoi. Bon. Waouh. C'était bien? Canon. Trop bien, merci. C'est chaud. J'adore ce jeu. On devrait en faire plus des comme ça. Mais grave. C'est bien Et ça. on n'attendra pas 6 mois pour refaire un autre podcast et vous réinterroger. Merci pour les questions et n'hésitez pas en commentaire de la vidéo sur YouTube à poser vos questions, à réagir, à liker, à commenter, à partager, à promouvoir. Ça fait vivre la chaîne, ça fait vivre le podcast. Et à venir. Et à venir dans nos espaces où Clara est toujours avec moi. Pour ça, vous pouvez me contacter sur Instagram, Alice Maudray, sur LinkedIn, Alice Maudray. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter. Vous pouvez envoyer un mail à alice@weareavocation.com. Bref, ça ne sera pas compliqué de nous trouver. En revanche, effectivement, vous ne trouverez pas une page de vente où on vous explique toutes les étapes pour acheter nos produits. Il faut que vous soyez curieux, il faut que vous veniez nous parler et on vous dirigera vers le meilleur programme. Merci. Merci à toi. الليل مجنونة خلي الفرحة مضمونة